Je présente un article intitulé Clinical Performance of the Low Profile Zenith Alpha Abdominal Endovascular Graft, 2-year results from the Zephyr Registry. Alors, depuis l'introduction de la réparation endovasculaire des anévrismes IVAR, les endoprothèses abdominales ont connu des avancées technologiques continues pour améliorer l'éligibilité et la durabilité, desquelles il y a le Zenith Alpha, le Cook Medical, qui sont des dispositifs plus flexibles et de plus faible profil, de 18 tranches, pour traiter les patients avec des vaisseaux d'accès de plus petit calibre et une anatomie iliaque plus hostile. Le corps principal à profil bas et une technologie spirale VZ en éthanol. Alors, le registre Zephyr est une étude post-commercialisation multicentrique, internationale, prospective et observationnelle, initiée par des médecins pour évaluer la sécurité, la performance et la durabilité de l'endoprothèse abdominale Zenith Alpha. Les critères d'inclusion sont des patients avec un anévrisme de la aorte abdominale non rompu, un diamètre maximal plus ou égal à 50 mm ou une augmentation plus de 5 mm en 6 mois, un collet infrarénal plus ou égal à 10 mm et surtout l'intention d'implanter électivement l'endoprothèse Zenith Alpha. Les patients de 14 sites étaient collectés en Allemagne, Belgique, Pays-Bas, entre décembre 2016 et décembre 2019. Les scanners de base et de suivi ont été évalués par un laboratoire central indépendant pour éviter les biais. Les résultats, le critère principal était le succès du traitement, défini comme succès technique et clinique. Le succès technique était la livraison et le déploiement réussi de l'endoprothèse sans couverture involontaire des artères iliaques internes rénales avec le retrait réussi du système de livraison. Le succès clinique était l'absence d'expansion du sac anévrismal plus que 5 mm, de fuite de type 1 ou 3, de rupture d'anévrisme, de migration de l'endoprothèse plus que 10 mm, de conversion ouverte et d'occlusion de l'endoprothèse. Les critères secondaires étaient la mortalité de toute cause, la mortalité liée à l'anévrisme, des événements indésirables majeurs, la migration de l'endoprothèse plus que 5 mm, toute fuite, les procédures secondaires et les complications du site d'accès. Pour le suivi était recommandé à 30 jours, 1 an et annuellement par la suite. Les scans de suivi ont été évalués par un laboratoire central externe, comme pour les scanners avant l'opération. Les analyses statistiques de suivi de Kaplan-Meier étaient utilisées pour l'estimation du succès du traitement, le succès clinique, la survie globale, l'absence d'intervention secondaire, l'occlusion des membres, migration de l'endoprothèse et l'expansion de l'anévrisme de l'aorte abdominale à 1 an et à 2 ans. L'utilisation de régression de Cox univariée et multivariée pour identifier les prédicteurs indépendants des complications des membres jambage. Les complications des membres étaient incluant l'occlusion totale des membres avec ou sans symptômes, d'autres complications nécessitant une intervention secondaire. L'analyse statistique a été réalisée avec le logiciel R et la signification statistique a été définie à un niveau moins de 0,05. Les critères de suivi et de mesure étaient l'utilisation des scanners, surtout avec TDM avec contraste, et des échographies Doppler pour le succès du traitement. Le succès clinique, l'occlusion des membres et les endophiles de type 1 et 3. L'utilisation des scanners TDM non contrastés en plus des scanners contrastés pour la migration de l'endoprothèse et l'expansion de l'anévrisme. Suivi clinique maximal pour la suivi et les décès liés à l'anévrisme ainsi que les interventions secondaires.
En fait, le Cook Medical a créé un avis de sécurité de terrain 2020, Field Safety Notice FSN, qui sont des instructions supplémentaires pour l'utilisation des membres ZISL, incluant des recommandations sur le positionnement sans désalignement des marqueurs proximaux. Définition du désalignement comme une différence de 2 mm entre les marqueurs proximaux des deux membres par rapport aux marqueurs de division de flux de la greffe bifurquée, le flow diverter. Restriction sur le chevauchement du jambage de moins de 12 mm au-dessus du flow divider. Le positionnement des membres évasés court qui ne doit pas être positionné au niveau du corps principal. Comme on voit dans cette image, c'était la méthode optimale de ne pas couvrir le flow diverter plus que 12 mm, même si on est parallèle, pas plus que 12 mm, et de ne pas entrer le flair de membres, les membres évasés comme indiqué là. Il ne faut pas les mettre au niveau du jambage de la couverture. Là, surtout, il faut que les membres soient alignés et non pas plus que 12 mm et non pas sténosés. Et si il y a une autre indication encore, si les artères iliaques primitives étaient moins que 8 mm, ça va du coup donner des sténoses sur le jambage. Du coup, c'était pas inclus dans dans ces critères. Définition et méthodologie, le diamètre maximal de l'anévrisme, c'est l'axe majeur de l'anévrisme sur une coupe orthogonale à la paroi externe de l'aorte. Expansion de l'aorte, c'est plus que 5 mm. Le diamètre par rapport au premier scanner, la migration proximale, la distance entre un point de référence proximal et le bord proximal du matériau de la greffe. Tortuosité iliaque, la longueur de la ligne centrale iliaque divisée par la longueur droite iliaque. Calcification évaluée subjectivement de l'extrémité proximale des artères iliaques communes à l'extrémité distale des artères iliaques externes et l'onde de tension, l'expansion de plus que 5 mm sans onde de fuite identifiable. Les résultats de base et procéduraux, en fait, la population de l'étude était de 347 patients, 90% étaient des hommes, âge médian de 73 ans, accès percutané transfémoral était utilisé dans 70% des procédures, le succès technique était 96%, le succès clinique à 30 jours était 98%. Et je pensais le succès technique encore à 30 jours. 325 patients ont été suivis jusqu'à 2 ans. 84% des patients ont eu une visite de suivi à 2 ans. Suivi clinique médian de 743 jours. Suivi d'imagerie médian de 725 jours. Analyse de 738 scanners post-opératoires et 347 scanners préopératoires. Du coup, les résultats. La succession du traitement a été observée dans 92% après 6 mois, 90% à 1 an et 85% à 2 ans. Et pareil pour le succès clinique. Et, en fait, la liberté des endoliques était encore élevée, c'est-à-dire que c'est un bon indice. Et du coup, mais on trouve que la liberté de l'occlusion du membre à 2 ans baisse un peu. Et pareil pour les interventions secondaires et, les complications des membres dans 2 ans. C'était les plus significatifs. C'est étonnant ces chiffres de Freedom Forum.
Hyper extension, 100%. C'est des chiffres remarquables. Hein. C'est quasiment stalinien, ça, le chiffre, non? C'est tôt, moi aussi. Moi, je trouve que c'est tôt. On est aux 2 premières années. C'est vrai que c'est plutôt En fait, à partir de la 3e, 4e année qu'on commence à avoir des réinterventions pour extension, non? Moi, ça ne m'étonne pas. C'est pas une extension. Après, ils n'avaient pas d'endophile de type 1 ou 3. Il n'y a pas de raison que ça grossisse. En fait, l'une des limitations, c'est qu'après, la durée de suivi de 2 ans seulement. Ouais, c'est court. Et, en fait, si jamais un patient a eu une intervention secondaire, c'était noté dans ce tableau. Il y a des traitements par endo-anchor implantation chez un seul patient avec un endophyte de type 1, embolisation pour 6 patients avec des endophytes de type 2, traitement par un jambage distal chez 3 patients avec des endophytes encore de type 1, B. Et c'est-à-dire, c'est la méthodologie, comment ils ont traité les problèmes, comment ils ont traité les complications de ces patients. Il y avait 24 patients avec des occlusions des membres et 13, ce qui était important et significatif, c'était qu'il y a 24 patients avec des occlusions des membres et 13 patients avec d'autres complications nécessitant des interventions secondaires. Et le délai médian entre la procédure initiale et l'occlusion des membres était de 401 jours. Et le délai médian entre la procédure initiale et d'autres complications était de 390 jours. Et aucun facteur indépendant prédicteur de complications des membres était identifié. Du coup, c'était pour voir que les complications commencent vraiment dans une année au moins. C'est-à-dire 2 ans, c'est sûr que c'est pas évident pour la suivi. La liberté des interventions secondaires n'était pas assez catastrophique. On voit que dans 6 mois, 1 année et 2 ans, c'était de 94, 93 et 86%. La liberté des complications des membres était pareil, dans 1 an et 2 ans, était 95%, 94%, et ça baisse jusqu'à 89%, pareil dans 2 ans. La liberté des complications, maintenant, ils ont mis leurs critères et ils ont vu la violation de ces critères. Et, une violation, ils ont mis 3 graphes, une graphe pour une violation de leurs critères et une autre graphe pour 2 violations. Et ils ont vu qu'il n'y a pas une grande différence, c'est-à-dire ces critères vraiment n'ont pas assez d'influence sur le résultat de la liberté des complications. Sur les analyses de régression de Cox, il n'y a aucune différence significative observée entre les groupes avec et sans violation des critères FSN 2020, comme on a vu là. Et, maintenant, ils ont mis dans un tableau encore la violation des critères et du coup, il n'y a pas une grande différence parce qu'on a vu que en fait, il y a limb occlusion, s'il y a une occlusion du membre, l'occlusion du membre était trouvée dans 12 sur 37 patients sans violation des critères, 20 sur 37 patients chez lesquels il y a
une seule violation de critères et ils ont trouvé qu'il y a 5 sur 37 occlusions du membre avec plus ou égal à 2 violations de critères. C'est-à-dire que ce n'est pas significatif, ces critères. Conclusion, donc le taux de succès du traitement estimé à 85,3% à 2 ans et les complications des membres étaient la principale cause d'échec du traitement. Les limitations étaient l'influence possible de la pandémie de COVID-19 sur le taux de suivi et l'absence de surveillance locale des données, c'est-à-dire sur les données FSN, les critères mis par Cook, et les biais de sélection possibles dus à l'utilisation d'autres dispositifs pendant la même période. Merci. Ok. Et du coup, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, on a une idée de, parce que c'est vrai que ces thromboses, on les voit souvent sur des jambages bell-bottom sur le show. C'est quoi le mécanisme finalement? C'est un flux qui est turbulent, qui provoque une thrombose. Je trouve qu'on les voit moins fréquemment dans des jambages qui ne sont pas évasés. Enfin, c'est une impression, mais est-ce que ça a été décrit comme là, j'ai l'impression qu'il le montrait? Le fait que les jambages soient ouais, un peu évasés, ce soit un facteur de risque d'occlusion ou pas. Enfin, on a une idée du pourquoi physiologique, mécanique de cette occlusion. Ce que j'avais retenu sur les occlusions de jambage, c'est plus les différents types d'endoprothèses. C'est vrai que les coupes, elles sont plus associées à des occlusions de jambage parce qu'initialement, c'était plus rigide. Après, maintenant, ils ont changé le design. Je crois qu'ils ont réduit un peu les taux. Ouais, c'est réflexe. Mais par contre, ils sont quand même dans la fourchette haute des pourcentages d'occlusion post-op parce que c'est plus autour de 5%. Et c'est lié aux super-organismes. Mais est-ce qu'il y a une différence justement en fonction du type de jambage qui est mis, à savoir tu as un jambage, on va dire, assez, enfin, un peu comme celui de droite, là, qui est plutôt rectiligne, versus ceux qui sont évasés dans les facteurs d'occlusion. Ça n'a pas été. Moi, je n'ai pas cette notion. Après, tu as des trucs sur les diamètres iliaques, la circularité iliaque, les calcifications, le fait que tu aies du distance. Oui, ou que tu as un iliaque externe. Il n'y a pas, voilà, sur le type de jambage qu'on a à la fin, il n'y a pas, c'est pas étudié. Sur les bell bottom notamment. Pas, mais il faut regarder. En fait, il y a une hypothèse là, il y a une notion que peut-être la paroi de zénith alpha c'est un peu plus fin, et du coup, elle change le mécanique du flux. C'était mentionné là, mais c'est une phrase. Donc, c'est une impression, mais totalement personnelle sur la pratique clinique, d'avoir eu plus de conclusions sur les patients. On essaie de se dire, bon, je vais mettre une belle bottom en bas parce qu'il est un peu âgé et que je ne vais pas forcément emboliser l'hypogastrique pour descendre l'externe et que souvent, finalement, les succès ne sont pas exceptionnels. Après, il y a Jenny qui avait repris toutes les belles bottoms de Yoda. Moi, je regarde, c'était plus pour les endophytes, mais je regarde les taux d'occlusion. C'était beaucoup plus élevé. J'ai une notion que le bell bottom favorisait l'occlusion. Bah, je n'en suis pas sûr qu'il y en ait, mais j'en avais entendu parler, j'avais remarqué ça moi, sur les occlusions de jambage. Et je me demandais si justement il y avait une notion de perturbation du flux qui pouvait, tu vois, si tu as un flux qui est un peu perturbé comme aux anévrismes, avec un jambage assez large, favoriser le dépôt de thrombus. Alors après, peut-être que c'est juste par rapport à un problème de placement, justement, du jambage en haut, peut-être trop haut, mais. On va voir. Okay. C'est vrai que c'est tôt, hein, on peut pas. 2 ans, c'est trop tôt. Il y a beaucoup de complications qu'on ne peut pas voir là. Les complications ont commencé à 400 jours, c'est-à-dire il reste seulement 300 jours d'études pour suivre les complications. Comme ça commence à 400 jours comme un temps médian, une période médian, c'est pas évident. Très bien, on va s'arrêter là. Merci à tous.